Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? Parfait, merci Étienne. Alors, je vais inviter Stéphanie à me rejoindre sur scène. Bonjour Marlène. Bonjour Anne. Bonjour Joseph. On va patienter quelques secondes, le temps que Stéphanie... Voilà. La voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, on va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte, et puis après, on pourra commencer la présentation. On va peut-être commencer par la vidéo, Stéphanie, et puis après, oui. On passera sur le temps des questions. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est parfait pour moi. Ok. Je vais mettre la vidéo à l'écran. Vous me direz si vous la voyez bien, Stéphanie, si vous la voyez. D'accord, oui. Les autres la voient également. Alors, attendez, parce que du coup... Hop, normalement, si je fais ça, ça et ça... Est-ce que vous la voyez? Bon, là, je ne l'ai pas lancée, mais... Oui, elle est apparue. Ok, super. Allez, on va pouvoir commencer. Les retardataires arriveront. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, comme vous l'avez vu sur l'invitation que vous avez reçue, donc le sujet d'aujourd'hui est donc la présentation d'un nouveau concept de résidence gérée, qui est donc les résidences accessibles. Pour parler de ce sujet, j'ai convié Stéphanie Allard, qui est la créatrice de ce concept et qui va, à la suite de la présentation que je vais projeter, répondre à quelques questions pour que vous puissiez comprendre quel est effectivement ce concept. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter une vidéo qui nous a été préparée par Stéphanie pour comprendre déjà de quoi il s'agit, quel est effectivement ce concept, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt aussi de ce concept-là. Donc Stéphanie, je lance la présentation, la vidéo, on la laisse tourner jusqu'à la fin et à la fin, je stopperai et on rentrera dans les questions. Ça vous va? C'est parfait, merci.
J'arrête juste le partage. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, la vidéo, elle donne beaucoup d'informations. Donc, Oui. je vais vous poser quelques questions, du coup, pour que les partenaires qui sont présents aujourd'hui puissent comprendre un peu mieux ce qu'est le principe du concept accessible. Alors, justement, est-ce que, dans un premier temps, Stéphanie, vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt de ce nouveau concept de résidence, qui sont donc des résidences seniors, mais pas que? Alors, en fait, déjà, c'est une vraie alternative aux maisons de retraite médicalisées, les EHPAD tels qu'on les connaît, ou aux résidences autonomie, pardon. La période que nous venons de traverser nous a fait prendre conscience, en fait, que l'importance du lien social dans la vie des personnes âgées ou handicapées. Et personnellement, nous sommes convaincus que les seniors doivent reprendre une place au cœur des sociétés et apporter par leur expérience un regard apaisé et apaisant sur les jeunes générations. Avec notre projet, nous souhaitons contribuer à une société inclusive, vivante et collaborative qui permet à chacun de trouver sa place et participer activement à favoriser le vivre ensemble. L'accessible, du coup, propose une solution de logement alternatif, adapté, innovant, entre la vie à domicile isolée telle qu'on la connaît, et qui parfois peut poser des difficultés, parce que en fait, la majeure partie des personnes veulent poursuivre leur vie à domicile jusqu'au bout de leur vie, mais parfois les logements ne sont plus adaptés et ils se retrouvent isolés, leurs familles sont éloignées. Et la vie en établissement est souvent une contrainte et pas forcément un choix. Du coup, nous créons un tiers-lieu d'expérimentation sociale ouvert vers le quartier et le territoire, un petit habitat inclusif pour personnes âgées ou en perte d'autonomie, puisque notre projet est ouvert aux personnes porteuses d'un handicap, peu importe le type de handicap et peu importe leur âge, pour leur permettre en fait de continuer à vivre décemment et notamment se loger dans des conditions adaptées, sécurisées, tout en continuant à avoir une vie sociale et familiale active qui rend leur isolement et qui aide à se sentir utile. Être chez soi en sécurité sans être seul, car vieillir ensemble, pour nous, c'est ajouter de la vie aux années. Alors, c'est une aventure collective, une invitation à porter un regard neuf sur nos aînés et la possibilité d'usage commun de leurs espaces quotidiens, mêlant l'apport des habitants aux forces vives des voisins et de l'entourage social et des aidants familiaux, qu'ils soient issus de la famille ou de l'entourage proche ou qu'ils soient professionnels. Le caractère innovant du concept accessible réside dans la construction ou la rénovation énergétique et numérique pour faire de l'habitat un véritable acteur du prendre soin. Soit vous le verrez, enfin, comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo, mais on a deux formules sur la même base de gestion, mais deux formules en fait de développement de projet. La première, c'est par la construction d'éco-quartiers et la deuxième, c'est la rénovation de bâtiments d'exception.
Et surtout, ce qui le caractérise, c'est son modèle de gestion basé sur l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, le partage des ressources et des richesses, et surtout la mutualisation des services. C'est un projet qui s'articule autour de la justice sociale et des défis environnementaux, en portant une attention particulière aux gens et aux lieux dans lesquels ils veulent vivre. Alors, le projet accessible, c'est une expérimentation de mise en place de tiers-lieux qui consiste à utiliser les espaces disponibles pour déployer une cohabitation d'activités sociales, professionnelles, ludiques, citoyennes et culturelles, et une diversité qui fait tout l'intérêt de ce lieu. C'est également un service de proximité pour les non-résidents, construit sur des coopérations renforcées entre acteurs de santé, partenaires sociaux, les associations locales et des professionnels du secteur d'implantation. Notre projet s'adapte partout pour répondre aux vrais besoins du territoire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Quelques infos que vous avez données. Donc, ce projet, vous êtes donc la porteuse de ce projet, mais comme on l'a vu dans la vidéo, vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes trois personnes à le porter à différents niveaux par rapport à vos compétences. On va peut-être expliquer justement, vous, pas votre parcours professionnel, mais le fait qu'effectivement, vous êtes dans ce milieu de l'accompagnement. Et c'est peut-être ça qui vous a donné l'idée, effectivement, de trouver une alternative, comme vous le disiez au départ, entre le fait que les personnes âgées ou porteuses de handicap se retrouvent chez eux avec des logements qui ne sont pas forcément adaptés à leurs besoins, vu leur âge ou leur handicap. La solution la plus classique, c'est effectivement l'EHPAD. Sauf que ce n'est pas adapté ni le souhait de tout le monde. Donc, vous, votre initiative, c'était de proposer une solution alternative, accessible donc à des personnes âgées ou porteuses de handicap, comme vous le disiez. Voilà, peut-être reprendre cette partie-là. Oui, alors en fait, je suis infirmière depuis 1994. Je suis licenciée en ingénierie de la santé et consultante en autonomie. J'ai exercé pendant plus de 15 ans en profession libérale, donc en infirmière à domicile. Et j'ai rencontré des difficultés et surtout quand le choix se pose, quand en fait une perte d'autonomie arrive, qui peut être simplement brutale liée à un accident, elle n'est pas forcément liée à une maladie dégénérative et tout ça. Donc souvent en fait le choix du placement en EHPAD est vécu comme une véritable fracture. C'est parce que les enfants sont de plus en plus éloignés. Souvent ils vivent pas dans la même région que le parent qui est accompagné. Et puis ils ont peur, en fait, parce qu'on ne leur apporte pas forcément de solution qui permet de prendre en charge dans un domicile qui n'est pas adapté. Et on n'a pas forcément les intervenants, on n'a pas d'intervenants H24. Donc, ça, c'est une réalité, sinon le coût serait faramineux. Et les familles ont peur, en fait. Et souvent, le choix, c'est pour pallier à cette peur. Sauf qu'en fait, on ne fait que déplacer le problème et on ne répare pas réellement à cette peur. Donc, c'est vraiment votre expérience sur le terrain, voilà. Infirmière depuis de nombreuses années, où vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y avait un manque, justement, sur les propositions qui étaient faites, comme vous le dites, que ce soit pour des placements temporaires ou à plus long terme. Et c'est ça qui vous a donné l'idée, effectivement, de monter ce concept-là. C'est ça. En fait, chaque fois que j'accompagne mes patients, en fait, c'était dans une réflexion de me dire comment on fait pour leur éviter d'aller en EHPAD, de trouver une meilleure solution, comment on adapte les logements, parce qu'en fait, actuellement, mon compagnon, que vous avez vu, donc Lionel Ridé, qui est le technicien, on va dire, du projet et spécialiste expert domotique. Et donc, en fait, je l'ai un peu dévié de son corps de métier un peu traditionnel qui utilise la domotique dans les logements à fins privées, à des fins, voilà, c'est des gens surtout qui aiment. Souvent, on ne l'utilise pas forcément en pensant qu'on va vieillir ou qu'on va avoir une problématique. Et donc, je l'ai un peu détourné et je l'ai poussé et on a beaucoup travaillé sur des modèles de domotique qui puissent s'adapter, du logement traditionnel qui puissent s'adapter
et être utilisé par le plus grand nombre justement et faciliter l'utilisation du logement pour que en fait le logement devienne un véritable acteur du prendre soin. Pas dans l'intrusion, parce que souvent on nous le dit avec des caméras et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est déjà pour faciliter les usages, la gestion de l'éclairage, des ouvrants et tout ça. Moi, j'avais une personne âgée, la première fois, je n'étais même pas avec mon compagnon, c'était il y a bien longtemps, qui me disait quand les services d'aide, effectivement, ils ont une journée. Ils commencent forcément à 8 heures chez un patient et pour finir la matinée, ils y finissent à 11 heures. Sauf que en plein hiver, quand vous êtes âgé, que vous ne pouvez pas sortir du lit sans aide et que du coup, vous ne pouvez pas ouvrir vos volets, ben, vous vivez dans le noir. Et cette personne, en fait, elle faisait partie de la tournée de fin de matinée et malheureusement pour elle, de début de soirée. Du coup, ben, en réalité, elle voyait le jour que de 11 heures du matin à 5 heures. Et quand on est en hiver, ben, vous imaginez bien que la pauvre dame, voilà, en fait, c'est un petit peu parti aussi de ces grosses difficultés de gens qui disaient mais moi, je suis bien chez moi, j'ai quand même de l'accompagnement, mais ma vie, finalement, c'est pas une vie, quoi. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai construit le modèle. Dans les années 2005, je participais aussi aux travaux de recherche de mise en place du 5e risque de la sécurité sociale pour apporter, voilà, pour avoir une réflexion sur ces problématiques-là. Et aujourd'hui, on est en plein. Donc, c'est vraiment par votre expérience, par aussi les qualifications de votre conjoint, du fait qu'il soit effectivement déjà dans le milieu de la domotique, qui a apporté son expérience sur cette partie-là et ses forces de vos deux expériences et de vos deux métiers qui sont sur deux secteurs complètement différents, qui vous a donné effectivement l'impulsion pour créer ce projet-là. Voilà, c'est ça. Actuellement, aujourd'hui, on adapte des logements individuels, hein, mais cette idée de nouvelles propositions de structure est née il y a un moment et l'opportunité en 2018, c'est une opportunité financière en fait personnelle qui nous a poussé à nous lancer. Donc du coup, avec le premier pilote qui va commencer la commercialisation. Où on a investi du coup de l'argent personnel afin de pouvoir porter déjà tout ce qui est études, obtention du permis, parce qu'on se disait que finalement, c'était peut-être une façon d'intéresser d'autres personnes de créer un pilote. Bon, malheureusement, nous, on a eu, au moment du permis, on a eu le Covid, donc ça a pris du retard, mais voilà, on a décidé de s'impliquer plus personnellement pour essayer d'attirer d'autres partenaires et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, sur la question des valeurs justement qui sont portées par les résidences accessibles. Donc, on le voit également dans la vidéo, il y a vraiment une valeur importante qui est la valeur de partage. Peut-être si vous pouvez en dire un peu plus. Oui, alors le partage et surtout le respect, parce que respecter, c'est impliquer de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui, d'être inclusif et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. On sait très bien que le vieillissement et le handicap sont des situations compliquées et que malheureusement, la maltraitance, entre guillemets, hein, je dis institutionnelle, liée en fait à l'enfermement, à un mécanisme, pas forcément, je ne parle pas de maltraitance physique, de quelqu'un qui serait malveillant, mais ce qu'on appelle la maltraitance institutionnelle, c'est on ne leur a pas réellement laissé le choix, ils ne vivent pas forcément où ils voulaient, ils ont une vie sociale qui est quand même limitée, puisque dans une structure d'EHPAD, forcément, vous pouvez recevoir des visites, c'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, vous n'avez pas le libre choix. Et le respect en fait du droit au choix et à la prise de risque des personnes âgées devrait faire sens pour chacun d'entre nous, quelles que soient ses difficultés, son niveau de perte d'autonomie, le droit à des conditions d'accueil, d'accompagnement et de soins qui prennent en compte sa parole et surtout sa dignité, pour moi, est un droit fondamental. Alors, c'est pour ça que nous avons mis dans notre projet une gouvernance démocratique qui associe les habitants et les non-résidents, puisque en fait, notre tiers-lieu est ouvert aux résidents,
mais également aux personnes âgées et handicapées du territoire et aux aidants dans le soutien au répit. Et de leur permettre en fait d'avoir une action et de participer aux visions qui le concernent vraiment. En fait, les choix ne sont pas ceux juste d'un gestionnaire qui veut répondre à un besoin, mais il faut, pour nous, en fait, il faut assurer la vie, en fait, et la bienveillance, le respect au droit à l'intimité, tout en maintenant un lien social. Donc, ce n'est pas simplement apporter une solution alternative, c'est aussi au quotidien avoir effectivement cet esprit, comme vous le dites, de bienveillance, d'écoute et de partage pour comprendre le besoin de l'autre et s'adapter aussi à ça, d'où l'idée de la gouvernance et d'avoir effectivement un partage avec les différents résidents ou non résidents, comme vous le disiez. Donc ça fait vraiment ça. Oui, en fait, c'est ça, ça donne du sens au projet. Et puis, en fonction des lieux, en fonction des régions, en fonction des gens, on n'a pas tous les mêmes envies. Alors, apporter de la vie dans un tiers-lieu, organiser des activités, des ateliers à la perte d'autonomie, ça c'est effectivement, c'est une base commune ou d'autres, ou des résidences-services traditionnelles, que des résidences-services traditionnelles mettent en place. Mais en fait, nous, on souhaite donner une autre dimension, et d'une pour diminuer les coûts, mais aussi pour que, de se dire, les habitants, ils sont force de proposition. Ils vont dire, là, on aimerait bien organiser telle chose ou telle autre, telle activité, enfin, bon, peu importe, ouvert, centré entre eux ou aussi sur l'extérieur à certains moments. Et du coup, monter le projet avec l'équipe en place, trouver les sources de financement et ainsi de suite, pour permettre qui donnent vie à leur lieu de vie, que ça soit ouvert sur le quartier, qu'on puisse faire la fête des voisins, enfin ce genre de choses, mais qu'ils soient réellement acteurs de ce qu'ils ont envie de vivre, quoi, et que c'est pas uniquement de dire en début de semaine ou en début de mois, on inscrit au tableau les activités qui seront là, vous venez pas. Voilà, le but c'est de vraiment avoir un système d'entraide. Pardon ? D'être à l'écoute des besoins réels des résidents et de leur vie au quotidien et de ce qu'ils ont, ce que font remonter comme besoin du quotidien, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, c'est ce qui est aussi différent dans votre projet. Comme vous le disiez, c'est pas un planning qui est établi sur le mois et puis tu viens pas. C'est vraiment l'idée d'être encore une fois dans la bienveillance, dans l'écoute des besoins et d'adapter du coup le fonctionnement au quotidien. Alors, il y a des choses qui ne peuvent pas être adaptées, je suppose, mais en tout cas sur les activités, sur la prise en charge du quotidien, là vraiment d'être dans l'écoute du besoin de la personne qui a fait ce choix de vivre dans ces résidences. Voilà. Après, on a une autre approche qui, pour moi, est importante parce que le monde du service à la personne et surtout âgé et handicapé est difficile pour les intervenants professionnels. Et donc, on s'inscrit dans une démarche sociale et environnementale, déjà parce que le gestionnaire est une structure de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur où l'innovation sociale et l'humain font partie intégrante de mon ADN et de celle de notre structure. Mais pour nous, c'est important de mettre en place de nouvelles pratiques en faveur de la qualité de vie au travail et d'œuvrer à l'attractivité des métiers de service. Par exemple, on a fait le choix de valoriser les différents postes en faisant tourner quelqu'un qui va s'occuper. Vous avez les auxiliaires de vie qui ont toujours les tâches les plus ingrates, les plus pénibles. Et puis moralement, c'est fatigant parce qu'il y a des gens
vont bien, qui vieillissent bien, qui sont toujours enjoués. Et puis, vous en avez d'autres où c'est pesant, c'est compliqué. Et donc, nous, on a fait le choix, en fait, de faire tourner sur les postes aussi d'animation, d'accompagnement extérieur, pour qu'elles trouvent un véritable intérêt d'échange, pas d'être juste positionné entre moi, je suis le soignant, et vous, ou l'accompagnant, parce que oui, c'est pas toujours dans le soin. Et puis l'autre, finalement, ma collègue, elle fait tout ce qui est intéressant, monter le projet, jouer aux boules, enfin voilà, je dis des exemples un peu, accompagner aux courses, voilà, participer à la vie sociale. Donc, du coup, pour nous, ça c'est important. Il y a l'autre partie, on sait très bien que la rémunération du secteur service à la personne n'est pas très élevée. Donc, nous, en fait, on souhaite, dans notre modèle, on valorise la rémunération. Et surtout, comme on est une structure d'économie sociale et solidaire, on souhaite partager en fin d'année les bénéfices avec les salariés du lieu qui trouvent aussi une reconnaissance et une valorisation de leur implication dans la vie de la structure. Et puis après, sur l'environnement, on essaie de limiter nos impacts, de rechercher des pistes de conception. Et en fait, notre projet est construit, enfin, pour les écoquartiers avec des matériaux biosourcés, respectueux de l'environnement, en fait. Et après, on met des services, on met en place des systèmes en fait collectifs et individuels d'économie de ressources en utilisant le solaire, la récupération d'eau, des potagers partagés, le recyclage, l'achat groupé, les circuits courts. C'est un panel, c'est effectivement pour la personne qui vit au quotidien, mais c'est aussi pour le personnel qui est là au quotidien pour accompagner, soigner les personnes qui effectivement vivent dans ces résidences. Donc il y a vraiment sur l'humain, il y a les deux côtés, celui qui occupe et celui qui vient à titre professionnel. Et aussi dans la construction, il y a une volonté effectivement de limiter son impact écologique dans les constructions. Donc c'est vraiment il y a vraiment à différents niveaux, c'est vraiment global en tout cas la réflexion que vous avez menée. C'est ça, en fait, on a voulu penser l'avenir ensemble en adoptant une démarche éco-responsable, en favorisant l'émergence d'une économie circulaire solidaire envers les plus fragiles et surtout aux côtés des autres générations, puisqu'on se veut un lieu intergénérationnel. Alors, ce que je voulais, une petite précision, parce qu'on dit souvent, on utilise souvent le mot résidence. Il faut savoir que notre modèle ne s'inscrit pas dans une résidence médico-sociale. En fait, c'est un lieu de vie où est partagé des hébergements qui restent le domicile des personnes et qui laisse le libre choix de participer ou non à certaines choses. Rien ne leur est imposé. Un tiers-lieu qui va regrouper selon les endroits, mais en règle générale, une partie restauration pour pouvoir avoir le choix d'avoir la restauration ou de la faire chez eux, puisqu'en fait, tous les logements sont équipés comme un appartement. C'est vraiment... ou une maison dans les écoquartiers. Donc, ils sont autonomes en tout, parce que le but, c'est de préserver l'autonomie. Et puis aussi, afin de limiter les coûts, il y a l'accès, donc on disait, aux non-résidents, effectivement, pour des personnes âgées qui vivraient chez elles dans le territoire où nous sommes implantés, accéder à des moments de répit, venir participer à certaines activités, partager des repas. Ça peut du coup donner du sens et créer du lien en fait et limiter leur isolement et du coup leur permettre de rester plus longtemps dans leur domicile habituel. En fait, le but, c'est de créer une synergie entre les résidents et les autres personnes du territoire et en même temps apporter un répit aux aidants par de l'accueil temporaire ou de l'accueil en journée parce que c'est extrêmement compliqué quand on est une famille et qu'on est H24 avec la personne, on n'a pas forcément de solution, et surtout quand on est en milieu rural ou dans des petites villes. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner un investissement Excusez-moi, je n'ai pas entendu.
Je dis maintenant, si on bascule de l'autre côté, je suis investisseur. Oui. Quel est l'avantage pour moi, investisseur, de venir effectivement faire un investissement dans le cadre des résidences que vous proposez? D'accord. Alors déjà, on met aussi en fait une démarche économique. Dans le premier projet, l'accessible, du coup, Espalion, celui que nous portons nous, avant qu'on ait des partenaires et tout ça, on avait fait le choix de se dire qu'on allait le commercialiser sous la forme du LMNP. Donc au début, le concept a été construit un peu autour de ça. Mais on n'a pas cherché tout de suite le montage juridique parfait. En fait, on a réfléchi et évolué avec nos nouveaux partenaires sur chaque territoire, quel était le meilleur équilibre pour toutes les parties prenantes afin de maintenir le concept social de l'accessible. Alors, les prérequis sont en fait de rendre accessible au plus grand nombre l'accès à nos logements et aux services en encadrant les loyers. Alors, je ne parle pas d'encadrement de loyers comme on a dans les grandes villes actuellement qui bloquent justement les investisseurs, mais en fait, ils sont intégralement reversés aux investisseurs. Le gestionnaire ne gagne pas d'argent sur la partie loyer. Le but, c'est de trouver un équilibre parce qu'en fait, nous, tout seuls, effectivement, surtout en plus avec la position que nous, on avait, on n'est pas, si vous voulez, on a besoin que les gens achètent les résidences ou des investisseurs. On souhaitait d'ailleurs les investisseurs pour maintenir l'équilibre social dans le lieu. On a co-construit le modèle donc du coup avec nos partenaires financiers pour répondre à leurs objectifs de rentabilité, puisque effectivement, même si on donne du sens, la réalité financière est là et c'est normal. On a réfléchi à comment obtenir la meilleure optimisation fiscale possible et surtout comment activer toutes les aides possibles et disponibles pour réduire le reste à charge des résidents, pour maintenir un coût inférieur à 1 000 euros, en moyenne 1 000 euros pour une personne seule et 1 600 pour un couple, comprenant l'hébergement, le forfait autonomie, la pension, les activités et services de base, ça avant déduction des aides. Donc, ce n'est pas le reste à charge. Et on essaye de construire le projet pour qu'il maintienne les valeurs en fait, de l'accessible et qui répondent quand même à nos partenaires, financiers. Donc, sur l'investisseur, pardon, ça coupe un peu, je suis désolée. Je suis investisseur. Oui. Je fais une acquisition sur le programme sur le projet accessible. Je vais bénéficier du statut LMNP. Oui, alors si c'est le choix, parce qu'en fait, on a deux modèles. D'abord, c'est ouvert aux particuliers et aux professionnels. Par exemple, sur les constructions d'écoquartiers, c'est plutôt effectivement le choix du LMNP. Ou sur certains lots, une acquisition, il y a des lots en acquisition pour les seniors qui veulent investir dans leur résidence. Voilà. Après, sur l'autre partie que vous avez vue, notre autre partenaire qui est plus sur la rénovation de bâtiments d'exception, en fait, le modèle, c'est de reprendre des bâtiments existants, de les rénover et là, bon, pour le moment, en fait, lui, c'est un investisseur unique qui met en place une optimisation en fait fiscale qui peut être du LMNP, mais qui est pas forcément, qui est aussi sur du déficit fiscal, ce qui peut être
On le voit d'ailleurs dans la vidéo. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a un accompagnement, voilà. La présentation. En fait, c'est un investissement accompagné d'avantages fiscaux en fonction de où on se positionne. LMNP, c'est sur la vidéo, il y a deux projets qui ont été essentiellement présentés sur la vidéo. Il y a le projet de l'écoquartier, donc ça, c'est Espalion. Et il y a alors ça, voilà, le quartier de l'écoquartier, le premier, celui qu'on porte nous, c'est Espalion. Notre partenaire sur le modèle plutôt écoquartier, c'est Didier Cazalet, qui est un architecte et qui porte déjà des projets et du foncier. Donc, en fait, notre collaboration, lui, il va se positionner sur le foncier, la construction, nous sur l'apport des nouvelles technologies qui sont nécessaires au fonctionnement et à rendre nos habitats acteurs du prendre soin. Et nous en tant que gestionnaire. En fait, on va scinder, voilà. Donc avec Monsieur Cazalet, on a deux projets en cours en région Occitanie, qui sont un dans la commune de Maine, qui est dans le Gard, où on a déjà rencontré le maire. Enfin voilà, il est en train de finaliser le modèle qui est basé sur l'éco-construction également, l'ossature bois, la même chose que l'écoquartier qu'on fait à... Ce que vous nous dites, Stéphanie, juste pour bien faire comprendre, c'est que vous êtes entouré de personnes qui maîtrisent leurs propres compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, Monsieur Cazalet, qui est architecte, va gérer la partie construction, foncier, etc. Vous êtes sur la partie apport de services. Votre compagnon est plutôt sur la partie équipement pour rendre les logements adaptés au profil des personnes qui vont y vivre. Donc voilà, il y a vraiment toute une équipe qui chacun apporte sa pierre à l'édifice par rapport à ses compétences. C'est ça. Et sur la partie rénovation, c'est Monsieur Mazoyer Pascal qui, lui, effectivement, avec la financière de l'Étoile, fait de l'optimisation fiscale et du financement de logements sociaux, qui est dans ce mécanisme depuis très longtemps, qui fait de très gros projets et qui, en fait, a vu le potentiel de développement du projet. Et effectivement, avec lui également, nous avons deux projets en Nouvelle-Aquitaine, un en Dordogne, un en Corrèze, où il est en train de finaliser l'acquisition du foncier. Et là, c'est pareil. Du coup, les mécanismes de défiscalisation sont différents sur la rénovation, mais voilà, c'est chacun... les deux personnes sont spécialisées en fait dans ces montages et c'est eux qui vont porter cette partie qui était la plus difficile pour nous et la moins rassurante pour les investisseurs forcément. Alors justement, si on prend la partie investisseur, est-ce que vous nous pouvez dire quels sont les avantages et les risques pour l'investisseur ? Alors, je vais commencer par les risques parce que, en fait, on sait tous que les professionnels qui sont présents aujourd'hui ou qui sont dans ce domaine-là conseillent à leurs clients de s'assurer de la force en soi du gestionnaire. Et nous, on est jeunes dans ce domaine et on n'est pas forcément connus. Mais du coup, comme on vient de le dire, déjà, on a été bien accompagnés. Et puis, déjà, donc, du coup, Didier Cazalet, Pascal Mazoyer, pardon, et puis Gilles Basque pour votre structure. Qui a été d'ailleurs force de mise en réseau de notre concept. Du coup, vient renforcer un petit peu la crédibilité du projet. Et puis, justement, parce qu'on avait ces faiblesses-là, on a essayé de penser le projet et d'apporter une réponse. Justement, en faisant trois parties. Pour bénéficier du LMNP, effectivement, il faut qu'il y ait l'apport de services. Et du coup, on a dans le projet, on a la partie portage financier qui là donc va être fait par nos partenaires qu'on a cités jusqu'à maintenant. La partie gestionnaire qui est donc reconnue l'économie sociale et solidaire, qui est nous.
les porteurs de projets, et une autre entité qui est une coopérative de services de proximité qui permet en fait de maintenir le choix fiscal, même si le gestionnaire devenait défaillant. Sans perdre les avantages qu'on aurait mis en place, parce qu'on sait que si on sort du LMNP, surtout dans le neuf, quand on a récupéré la TVA, on a des choses à rembourser, enfin, ce genre de choses. Et donc, en fait, le modèle est vraiment construit sur ces 3 piliers. Le portage financier, lié en fonction du partenaire, le gestionnaire de l'économie sociale et solidaire qui va animer le tiers-lieu, et la coopérative de services de proximité qui, elle, est impactée et implantée dans chaque projet, qui est indépendante du gestionnaire et qui permet de maintenir les services, et les services qui sont ouverts sur la structure et ouverts sur le territoire pour répondre à des problématiques en fait sur les zones surtout rurales, et qui permet en fait du coup de maintenir les salaires et de limiter l'impact des coûts des salariés sur uniquement les résidents. Donc, le risque principal, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est l'image d'un gestionnaire nouveau, avec le risque que ça induit. Mais en face de ce risque-là, vous avez pris, entre guillemets, des décisions pour assurer ce risque et continuer, assurer la pérennité du statut loueur meublé si effectivement il y avait défaillance du gestionnaire, comme vous le disiez. C'est ça. Pour pas qu'effectivement l'investisseur, lui, soit impacté sur cette défaillance-là. Donc, le risque principal, il est là, mais en face, vous avez mis, entre guillemets, une sécurité qui permet effectivement, si ça venait à se produire, voilà, que ça n'impacte pas l'investisseur. Donc, ça, c'est pour la partie risque, qui est le risque principal. Voilà. Ensuite, les avantages. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais que vous êtes très animé par votre projet et honnêtement, à titre personnel et humain, je trouve ça super de voir des personnes comme vous qui vraiment sont animées par leur projet. C'est surtout dans notre monde de l'immobilier. Donc, à titre perso, voilà, je voulais quand même le signaler. Alors, merci, c'est gentil. Il y en a beaucoup, mais peut-être en quelques mots, les synthétiser. Alors, en fait, c'est surtout la multiplicité des avantages fiscaux en fonction du statut, mais il y a aussi les avantages, en fait, comme grand nombre de nos projets, en fait, sont situés aussi en zone ZRR, redynamisation rurale. Les avantages sont aussi... comment ça s'appelle il y a d'autres exonérations en fait qui sont liées à la zone ZRR. Donc c'est sur le foncier par exemple. Donc on bénéficie de 7 années à la place de 2 dans le neuf, ou de 5 années dans la rénovation, qui est quand même un avantage pour l'investisseur. L'autre avantage, c'est que un des autres avantages, c'est que les charges sont limitées, puisque en fait le gestionnaire assume les charges d'entretien, et les seules charges qui sont laissées à l'investisseur dans notre concept, c'est l'adhésion à la copropriété, l'assurance non occupant, et puis les travaux, les gros travaux liés aux propriétaires. L'entretien du parc, l'entretien du bâtiment, donc à part ces gros travaux, tout ça, en fait, est supporté par le gestionnaire. On a fait en fait le choix de partager, et c'est pour ça que nous, on s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, de partager avec les investisseurs qui nous font confiance certains avantages qui, normalement, dans d'autres structures, ils devraient supporter le coût. Après, par exemple, dans la rénovation, les avantages fiscaux, c'est déficit fiscal. Enfin, il y a plusieurs mécanismes, mais cette partie, voilà, vous les connaissez bien. Après, il y a l'avantage aussi fiscal qui peut être lié aux parts sociales définies dans la loi Madeleine. Le fait qu'on soit
en économie sociale et solidaire, elles sont portées, elles passent de 18% à 25%. Le fait de créer un habitat collectif sur ce modèle permet aussi d'optimiser l'aide financière publique. En fait, on monte, par exemple, avec M. Moiselier, on est sur comment en fait ne pas impacter une grosse partie des frais de rénovation sur le prix final, en faisant des leviers sur les aides financières qui sont possibles sur la rénovation énergétique, sur l'accompagnement de tiers-lieux et ainsi de suite, pour en fait limiter l'enveloppe. Et puis dans la zone ZRR, il y a beaucoup d'avantages sur pas d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans, puis dégressif les 3 autres années, 75, 50, 25%. Il y a l'exonération des cotisations patronales et sociales. Bon, ça, c'est plus pour le gestionnaire, mais du coup, ça permet de ne pas impacter certains coûts sur l'investisseur. Il y a aussi l'exonération de la CFE, un taux réduit sur l'impôt sur les sociétés. En fait, voilà, on a essayé de mettre tous les mécanismes accordés par l'État pour construire le concept, pour qu'il y ait un réel avantage pour nos investisseurs. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie pour cette présentation, pour le concept effectivement que vous portez depuis quelques années maintenant. Pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, si jamais il y a des questions, je vois qu'Anne a posé pas mal de questions, je vais les adresser à Stéphanie, parce qu'il est déjà 10h15, donc on est un peu hors délai. Désolée, je parle beaucoup. Non, mais c'est bien, c'est qu'il y avait des choses à dire, donc je vais vous les adresser, puis Stéphanie fera une réponse. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent avoir plus de renseignements ou qui veulent être mis en relation avec Stéphanie, toujours pareil, vous me faites une demande par mail pour que je puisse vous mettre en relation avec elle. Voilà, si effectivement il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis disponible pour répondre aux interrogations. C'est pas un problème. Parfait, très bien. Merci en tout cas. Je ne sais pas si vous avez vu le chat, Stéphanie. Oui, je vois, oui. Il y a des félicitations et des mots d'encouragement de la part des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir été présente avec moi aujourd'hui, Stéphanie. Merci pour votre présentation. Merci aux participants. Je vous souhaite à tous et tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci Stéphanie, au revoir.